Cette capsule vidéo porte sur le trouble de stress post-traumatique et ses effets sur l'hypothalamus, la glande pituitaire et le cortex surrénal. Ce travail est présenté à Monsieur Julien Voisin dans le cadre du cours Neurosciences 1. La capsule vidéo a été réalisée par Audrey-Aude Précourt, Jérémy Côté et Juliette Gay. La vidéo est un travail étudiant ne constituant pas des conseils médicaux ni professionnels. Les autorisations d'utiliser du contenu protégé par le droit d'auteur ont été obtenues pour la réalisation de cette vidéo. Selon une étude épidémiologique publiée en 2008, 75% des Canadiens seront exposés à un événement traumatique au cours de leur vie. Les événements traumatiques sont des situations qui impliquent une menace pour la vie ou l'intégrité physique de soi ou d'une autre personne. Il peut également s'agir de l'annonce de blessures graves ou de la mort subite d'un proche. Tous ces événements entraînent un sentiment de peur intense ou d'impuissance et peuvent également entraîner un trouble de stress post-traumatique chez certains individus. Bien que le diagnostic du trouble de stress post-traumatique fût documenté officiellement pour la première fois dans le DSM-3 en 1980, le premier cas rapporté date de l'époque de la Mésopotamie, entre 1300 et 609 avant Jésus-Christ. De plus, pendant la guerre de sécession américaine qui dura de 1861 à 1865, certains combattants présentaient des symptômes qu'on reconnaît aujourd'hui comme faisant partie du trouble de stress post-traumatique. À l'époque, on utilisait des terminologies telles que cœur de soldat ou syndrome d'effort pour qualifier ce trouble. On croyait d'ailleurs que les symptômes étaient causés par des irrégularités cardiovasculaires chez les soldats. Le trouble du stress post-traumatique, c'est quoi? Eh bien, c'est un trouble mental qui est classé parmi les troubles liés au traumatisme et aux facteurs de stress dans le DSM-5. Il peut survenir chez certaines personnes qui ont vécu un événement traumatique, qui ont été témoins d'une personne qui en vivait un, ou qui ont appris qu'un de leurs proches a déjà vécu un événement traumatique. C'est lorsqu'une personne développe des symptômes caractéristiques à la suite de l'exposition à l'événement traumatique que l'on dit qu'elle a le trouble du stress post-traumatique. Il existe 4 types de symptômes. Premièrement, il y a les symptômes d'intrusion. Ces symptômes sont des visualisations spontanées et non intentionnelles en lien avec l'événement. Ces visualisations peuvent être soit des souvenirs ou des rêves. L'événement peut également être revécu de manière répétée par la personne si elle a des flashbacks. Ensuite, il y a les symptômes d'évitement. Une personne ayant ces symptômes va consciemment mettre beaucoup d'efforts pour éviter tout ce qui pourrait lui rappeler l'événement traumatique. Cela peut être des rappels internes comme des souvenirs et des sentiments, mais également des rappels externes comme des personnes, des objets, des endroits ou des activités. Il y a également les symptômes d'altération de la conscience et de l'humeur. L'altération de la conscience peut se manifester par une incapacité à se rappeler un élément en lien avec l'événement traumatique, par un manque de confiance en les autres ou par des peurs exagérées. L'altération de l'humeur peut se manifester par un état émotionnel négatif persistant, un détachement des autres ou par une réduction d'intérêt pour faire des activités importantes. Finalement, il y a des symptômes d'altération de l'état de vigilance et de la réactivité. La personne peut être hypervigilante, avoir des réactions de sursaut exagérées, être incapable de se concentrer ou souffrir de perturbations du sommeil. Pour être diagnostiqué avec le trouble du stress post-traumatique, une personne doit avoir des symptômes de chacune des catégories nommées précédemment. Ces symptômes doivent perdurer plus d'un mois et ils doivent entraîner une souffrance cliniquement significative ou interférer avec la vie sociale, le travail ou tout autre domaine important de la personne. Le trouble du stress post-traumatique a une comorbidité importante avec d'autres troubles. Par exemple, les personnes atteintes de cette maladie ont 80% plus de risque de développer un autre trouble psychique comme le trouble dépressif, le trouble bipolaire et le trouble anxieux. Selon une étude réalisée en 2002, la prévalence de développer le trouble du stress post-traumatique au cours de la vie au Canada était de 9,2%. De plus, ce trouble est environ 2 fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Nous allons maintenant parler de ce qui se passe dans notre système nerveux lorsqu'une personne est atteinte du syndrome de stress post-traumatique. Comme dit plus tôt, le syndrome de stress post-traumatique est présent chez une personne lorsqu'il n'y a pas de retour à la normale à la suite d'une situation stressante, traumatisante et troublante. C'est la même chose dans son système nerveux, il n'y a pas de retour à la normale. Pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur l'effet que produit le stress post-traumatique sur l'hypothalamus, la glande pituitaire et le cortex surrénal.
Il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans notre système nerveux lors de l'événement traumatique. Lorsqu'un événement traumatique arrive, l'hypothalamus, qui a pour fonction de réguler les fonctions physiologiques comme le contrôle des émotions et du comportement, sécrète une hormone en grande quantité, et cette hormone est la corticotrophine. La corticotrophine qui a été sécrétée va alors se diriger vers la glande pituitaire. Lorsque cette glande reçoit la corticotrophine, celle-ci va être stimulée et va sécréter l'hormone d'adrénocorticotrophe. L'adrénocorticotrophe, qui est sécrété par la glande pituitaire, va venir stimuler le cortex surrénal. Ce cortex est le cortex de la glande surrénale qui, elle, sécrète le cortisol. Le cortisol qui a été sécrété a pour but de venir inhiber les actions de l'hypothalamus, de la glande pituitaire et de la glande surrénale. L'interaction entre ces trois structures forme l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, aussi appelé l'axe hormonal du stress. L'inhibition par le cortisol sur cet axe permet l'extinction de la réponse au stress, ce qui permet à la personne de réagir à l'événement traumatisant qui se produit. Cette réaction peut être la fuite ou le combat. Si le stresseur est toujours présent, il y aura toujours la libération de corticotrophine et donc de cortisol. Lorsque le stresseur ne sera plus présent, la corticotrophine ne sera plus libérée et le cortisol va pouvoir venir limiter l'activité de l'axe. On appelle cela le retour à la normale. Étant donné que le cortisol a un grand impact sur la réponse au stress, il joue également un rôle important dans le syndrome de stress post-traumatique. Lorsque le stress dure longtemps, on remarque une augmentation du taux de cortisol. Cependant, chez les personnes ayant le syndrome du stress post-traumatique, on remarque une diminution du taux de cortisol. Le cortisol ne serait alors pas en mesure de freiner l'activité de l'hypothalamus et de la glande pituitaire. On dit que cette diminution de cortisol est probablement due à l'épuisement de l'axe. Cela fait en sorte que la réponse au stress continue sans cesse et il n'y a donc pas de retour à la normale pour ces personnes. Les personnes ayant le syndrome de stress post-traumatique continuent à répondre au stress même si le stresseur n'est plus devant eux, car leurs pensées agissent en quelque sorte comme un stresseur. Bref, on peut alors comprendre que le cortisol a un grand impact chez les individus atteints du syndrome de stress post-traumatique, puisque chez ces personnes, il n'inhibe pas l'activité de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, ce qui fait en sorte que la réponse au stress est toujours présente et donc il n'y a pas de retour à la normale. Par contre, le cortisol peut être influencé par plusieurs facteurs comme le sexe du patient, qu'est-ce qu'il a mangé et les autres problèmes en comorbidité que peut avoir la personne. Il faut alors être vigilant en l'étudiant. Il existe plusieurs traitements pour aider les individus atteints de stress post-traumatique. L'approche psychothérapeutique la plus reconnue est la thérapie cognitivo-comportementale. Cette approche vise une diminution des symptômes, mais également une amélioration de la qualité de vie et du fonctionnement général de la personne. Cette thérapie aide à remplacer les comportements et les pensées irrationnelles de l'individu par des réactions plus appropriées à la situation. La thérapie par exposition prolongée peut également être un traitement efficace. Cette thérapie amène le patient à évoquer le souvenir de l'événement traumatique dans un contexte plus sécurisant. En répétant cet exercice, l'anxiété et la peur du patient face à l'événement diminuent progressivement grâce au phénomène d'habituation. L'hippocampe est très sensible à l'augmentation de la libération de cortisol, et ce, en raison de ses nombreux récepteurs glucorticoïdes. Lors d'un événement traumatique, la libération de cortisol peut perturber la fonction hippocampique et, par le fait même, réduire l'encodage du contexte spatio-temporel. Autrement dit, c'est ce qui empêche la personne de bien faire le lien entre l'événement traumatique et son contexte. Cela porte alors cette dernière à réagir de manière excessive à certains stimuli lui rappelant l'événement traumatique. La thérapie par exposition prolongée permet de réintégrer les éléments contextuels au souvenir de l'événement traumatique. Cela a pour effet de diminuer les reviviscences involontaires du souvenir. Il est également possible de traiter le trouble de stress post-traumatique à l'aide de la médication. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ou ISRS, permettent d'atténuer les symptômes de reviviscence, d'évitement, d'hypervigilance, puis les sentiments de tristesse, de colère et d'anxiété. La sérotonine est un neurotransmetteur associé à l'humeur et à l'état de bonheur. Ce neurotransmetteur est libéré dans la fente synaptique lors de la transmission d'un message nerveux. La sérotonine est ensuite recaptée par le neurone présynaptique. Chez certains individus, la recapture se fait trop rapidement, ce qui empêche une partie de la sérotonine de se rendre au récepteur du neurone postsynaptique. C'est à ce moment-là que les inhibiteurs de la sérotonine entrent en jeu.
Ceux-ci vont se fixer au niveau des canaux de recapture du neurone présynaptique de manière à limiter la recapture. La sérotonine est donc en mesure de se rendre jusqu'au récepteur du neurone postsynaptique. Malheureusement, malgré tous ces procédés, les taux de rémission du trouble de stress post-traumatique sont inférieurs à 50%. Il semble donc nécessaire de continuer à développer de nouveaux traitements. De plus, dans la littérature scientifique, on retrouve différents articles présentant des populations plus à risque de développer un trouble de stress post-traumatique. D'abord, plusieurs études démontrent que l'accouchement peut être un événement traumatique pour certaines femmes. En effet, entre 2 et 6% des mères souffrent de stress post-traumatique. Cela peut avoir des retentissements néfastes sur la relation de la mère avec son enfant. En outre, il a été démontré que près de 40% des élèves victimes d'intimidation font état de stress post-traumatique. Bref, le syndrome de stress post-traumatique est causé par une mauvaise inhibition de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien par le cortisol. L'individu atteint a donc de la difficulté à réguler sa réaction face à certains stimuli inoffensifs qui lui rappellent un événement traumatique. Pour finir, il est important de savoir que le trouble de stress post-traumatique ne touche pas seulement la santé mentale des individus qui en sont atteints. En effet, ce trouble entraîne d'importantes répercussions sur la vie professionnelle, sociale et même sur la santé physique de l'individu. Il est très important de faire connaître ce trouble à travers la population et d'être en mesure d'en reconnaître les symptômes. En effet, plus un individu atteint d'un trouble de stress post-traumatique est diagnostiqué et traité tôt, meilleures seront ses chances de rétablissement.